Salut tout le monde, avant de commencer la rediffusion du Fast Morning, je voulais simplement vous dire que cette rediffusion est exceptionnelle puisque c'est la première et la dernière fois que je mets une rediffusion en intégralité du Fast Morning. Toutes les rediffusions du Fast Morning seront disponibles sur Twitch pour les personnes qui ont sub à la chaîne. En revanche, je vais vous créer une playlist avec des extraits des émissions du Fast Morning. Comme ça, vous aurez toujours un petit peu de contenu à vous mettre sous la dent. Pour rappel, le Fast Morning, c'est de 8h à 9h le mercredi matin. Évidemment, les horaires pourront changer un petit peu, donc suivez-moi sur Twitter et sur Instagram pour vous tenir au courant. J'espère que cette vidéo et ce fast morning premier du nom vous plaira et que vous serez nombreux à nous rejoindre le mercredi matin avec nous pour discuter F1 et prendre un bon café. Ciao ciao. Bonjour à toutes et à tous, il est 8h, ça y est, c'est l'heure de commencer ce premier Fast Morning. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite heure de streaming, chill, tranquille, avec un bon petit café dont je me suis pas resservi et j'avais dit que j'allais me resservir avant de commencer le live. Perdu mon pote, donc pendant le live j'irai chercher mon petit café évidemment qui est juste là, vous allez voir. Aujourd'hui, on va parler de F1. J'espère que vous allez bien, que vous vous réveillez bien. J'espère que vous appréciez un petit peu cette ambiance chat. Bonjour le chat. Voilà. Euh, pour nous accompagner sur cette émission, il fallait un homme, évidemment, il fallait quelqu'un de bien. C'est monsieur Alexandre Caldi qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Alexandre, comment ça va? Eh ben, ça va parfaitement. 8h du matin, ça fait longtemps qu'on s'est pas réveillé aussitôt en ces temps de confinement, mais enfin, voilà, c'est bon, le café est là. On est prêt pour discuter d'une bonne matinée F1. Exactement, justement, ce matin, de quoi on va parler? On va parler de pas mal de choses. Bonjour le chat, j'espère que vous allez bien. Alors je regarde un petit peu. Bonjour Storm, bonjour Kukaris, bonjour Indy 500, vive le sport auto, bonjour Thomas, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent évidemment. Réveillés, quel réveil évidemment, sympa la conception, ça fait plaisir, merci. N'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à sub, surtout si vous avez Amazon Prime comme ça, c'est gratuit pour vous. De quoi on va parler aujourd'hui? Donc le petit sommaire, je pense que ça peut être pas mal. Aujourd'hui, on va parler donc du report du Grand Prix du Canada. Et oui, c'est tombé hier soir. On va parler de Silverstone à l'envers. Et oui, parce qu'on pourrait faire une course à Silverstone, mais à l'envers. Donc autant te dire que ça peut être un peu vénère. On parlera forcément de tout ce qui est sim racing, virtual GP, Leclerc sur Twitch, Lando Norris sur Twitch, etc. On prendra vos avis dans le chat évidemment. MDR, je suis en nuit blanche. Ah, terrible pour Ricardo TV qui se couchera donc avec cette émission. Et puis on parlera de quoi d'autre? On parlera de Bottas qui surveille le marché. Et oui, parce que Valtteri Bottas pourrait, alors peut-être pas quitter Mercedes, mais en tout cas il est à l'affût de pas mal de choses. Valtteri Bottas, donc on va voir ce qu'il fait. Portimao pourrait effectivement accueillir les essais hivernaux. Alors peut-être pas l'année prochaine, mais ça on va en reparler normalement. Bernie Ecclestone qui dit que faudrait attendre 2021. Et enfin, Schumacher voulait que Ferrari engage Vettel fin 2009 pour 2010. Et vous savez que l'histoire a été plutôt différente. Alors, de quoi on va parler? Tout d'abord, le report du Grand Prix du Canada. Mon petit Alexandre, est-ce que tu as des infos, des petites choses à nous dire sur ce Grand Prix du Canada? Évidemment. Bah, il va avoir lieu du 12 au 14 juin, comme on le sait, et puis de toute façon, la crise du coronavirus fait que tous les grands prix précédemment au calendrier ont été reportés en grande majorité, sauf le Grand Prix de Monaco et le Grand Prix d'Australie. Ils ont tout fait, en tout cas, du côté de Montréal pour garder ce Grand Prix. Malheureusement, bah, la chose est différente. C'est tombé à 14h heure de Montréal, du coup, pour le report du Grand Prix du Canada. Bah, normalement, on ne faut pas avant septembre, en tout cas, du côté du Canada. C'est la seule information qu'on a. Si ça dépasse octobre, ce sera finalement ciao pour le Grand Prix du Canada cette année. Eh oui, ça pourrait être ciao le Grand Prix du Canada cette année, comme tu l'as dit, parce qu'à partir d'octobre, il peut neiger quand même. Et je suis Oui, pas sûr c'est que un peu Pirelli compliqué ait à Montréal. prévu les pneus neige, malheureusement, même si on avait vu Verstappen faire une petite démonstration sur une piste de ski. Oui. Je sais plus où c'était d'ailleurs ça. C'était où? Ouf. Bon, bah, je peux te trouver ça. Ça peut se trouver, on va dire. Qu'est-ce que Peut vous se en trouver. pensez, Grand Prix du Canada, Grand Prix du Canada qui est donc on va dire reporté pour le moment. Est-ce qu'il y aura moyen de le recaler parce que là, la liste de Grand Prix reportés commence à s'allonger. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir peut-être le recaser quelque part, vous, dans le chat, qu'est-ce que ça vous inspire en fait un petit peu tout cela? Est-ce que c'est quelque chose
Est-ce que vous avez peur du coup pour le Grand Prix de France? Alors, Rafale qui nous dit le Grand Prix de France ne fera pas long feu malheureusement, puisque les grands événements seront les derniers à reprendre. Et oui, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, Alexandre, c'est que Mm. effectivement, ça va être un peu plus compliqué vu que le déconfinement va se faire progressivement et non pas d'un coup tout seul, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, après, je suis de nature à rester tout le temps optimiste, mais c'est vrai que là, je me disais, voilà, s'il y avait un Grand Prix, s'il reste toujours un ou 2 Grands Prix avant le Grand Prix de France, ça veut dire que ça devrait aller en termes de calendrier. Là, c'est considéré comme la première épreuve, du championnat du monde, s'il y a un championnat du monde effectivement, mais ça va être, ouais, ça va être tendax, comme on dit. Alors, merci à Sonio qui s'est abonné avec Twitch Prime, ça fait plaisir. Merci pour ton abonnement. Alors, tiens, c'est bizarre, j'ai pas mis l'alert box. Autant pour moi. Bon, bah, ce sera pour la prochaine fois, les gars. Je reprends quelques autres de vos réactions. Alors, il y a Pierre qui pense que le Grand Prix de France sera annulé. Il y en a qui pensent même que la saison 2020 de F1 risque d'être annulée aussi. Va falloir recaler tout ça, nous dit Jean. Bonjour à tous ceux qui arrivent évidemment sur le chat. Enzo, j'ai peur pour la saison complète perso et pour le Grand Prix de France, on le saura dans les prochains jours, mais ça sent pas bon. Oui, c'est vrai que là pour le Grand Prix de Ouais. France, malheureusement, ça sent de moins en moins bon, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Grand Prix de France là du coup? Est-ce qu'on peut se dire que fin juin quand même, normalement, déconfinement, on sera dedans, on espère en tout cas, et finalement peut-être pas. En fait, ce qui est le plus compliqué dans tout ça, c'est que oui, il y a le déconfinement progressif qui va arriver et il y a aussi le fait que, est-ce que du jour au lendemain parce que sincèrement, je pense qu'à partir de mai, enfin, ça tout devrait, Se le déconfiner se progressivement. déconfiner progressivement, à partir du mois de mai, enfin, à partir de la fin du mois de mai peut-être en tout cas. Et est-ce que les gens vont tout de suite vouloir aller au Grand Prix de France immédiatement, sachant on est toujours un peu «traumatisé» entre guillemets par le coronavirus? J'ai un peu de doute là-dessus. Donc le Grand Prix de France report, j'y crois, je pense que ça va être, malheureusement le cas. Ouais, et puis il y a aussi Linuxien, toujours du mal à lire, qui nous dit, alors c'est intéressant ton message en deux parties, mais les compétitions de juillet 2020 sont annulées dans d'autres domaines. Donc Ouais. effectivement, ça pourrait faire que le Grand Prix de France, voilà. En tout cas, moi j'irai à la pêche aux infos du côté du Grand Prix de France pour savoir comment ça va se passer. Ça serait vraiment dommage enfin de reporter en tout cas ce Grand Prix parce que alors je sais pas quand est-ce qu'on pourra le recaser, mais ça se recase assez facilement. Paul Ricard, il fait relativement beau dans le sud, il fait relativement chaud Ouais. entre guillemets jusqu'à une certaine période de l'année ou en tout cas voilà, on peut quand même rouler. Donc j'essaierai d'aller un peu à la pêche sur ce point-là. Puis aussi le Grand Prix de France cette année, eh ben, il y avait quand même pas mal de vieilles F1, hein. C'était le moment d'aller voir toutes ces F1 qui ont fait l'enfance de plein de personnes et d'avoir justement de se faire emmener par son père, voire son grand-père, qui a été fan des années 60, 70, 80, 90, d'avoir des F1 V10, etc., des F1 V12. Bref, il y avait un programme assez d'enfer pour beaucoup de gens. Et c'est un petit peu dommage que pour l'instant ce soit un petit peu voilà, en, euh, en report, enfin en quasi-report on va dire, hein. On va pas mettre Mmh. on va pas allumer la mèche. M-Sport qui nous dit oui en CFR de rallye ça annule déjà en juin. Effectivement oui il y a le rallye de je sais plus quoi en championnat de France des rallyes qui a été annulé il me semble. Alexandre Ouais, je sais effectivement. plus lequel. Ouais, moi non Mais, plus. mais voilà bon on va rester sur SPF1 les gars hein, évidemment. Euh, Annulation de Monza peut-être vu la situation en Italie, on verra, on y reviendra évidemment. Après, Monza, c'est un peu plus loin dans l'année, donc faut voir aussi. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus loin dans l'année, donc normalement ça devrait aller. Euh, Ça devrait aller pour tout ça. La FIA devrait autoriser aux écuries de pouvoir travailler sur les voitures en décalé la saison à l'an prochain. Alors ça, c'est un autre point Mmh. dont on parlera un petit peu, dont on parlera peut-être dans une prochaine émission, parce que là, ce sera pas forcément ce qu'on a retenu, on va dire, pour l'instant avec Alexandre. Merci à Adrien pour le message. Alors, se réveiller avec des piélos, un kiff. Alors, je suis pas tout seul, hein. Je suis aussi avec Monsieur Caldi. On est deux. Euh, Bref, pour en revenir à tout cela, oui, voilà, Vosges, grand test. Vosges Grand Test, c'est en rallye. C'était ça le Mmh. rallye qui a été effectivement reporté ou en tout cas peut-être annulé. Euh,
Effectivement, Grand Prix de France MotoGP est annulé, donc celui de F1 va y passer aussi à mon avis. Eh oui, pour Twins, Ouais, ça risque de. Ouais. Alors le projet Pitlane, ah c'est vrai, c'est pas une info dont qu'on a choisi effectivement. C'est une des infos qu'on aurait pu choisir. On va en parler rapidement. Donc rapidement, hein. Projet Pitlane, toutes les écuries, alors plutôt anglo-saxonnes, hein, qui sont basées donc en ouais. Angleterre. Donc ça ne concerne pas AlphaTauri, ça concerne pas Ferrari et ça doit probablement pas concerner Sauber qui est en Suisse. Mais les écuries de F1 se sont alliées pour mettre à disposition leur usine et leur technologie pour pouvoir créer, je crois, des respirateurs, c'est ça? Exactement. Je me semble que Sauber, en tout cas, c'est Frédéric Vasseur aussi l'a expliqué que, qu'ils étaient en étroite collaboration avec, les D'accord, donc autorités Sauber aussi. suisses. Sauber aussi est dans le cadre du projet Pitlane et oui, du coup, c'est pour des respirateurs aussi effectivement, Mercedes pouvait a indiqué, je crois hier qu'ils pouvaient, produire 1 000 respirateurs, par jour. Donc ça fait un rythme effréné et c'est bien de voir qu'on peut mettre à disposition la technologie Formule 1 à la disposition, des technolo à disposition pour, faire de la technologie, médicale, surtout dans ces temps un peu, plutôt très compliqués même. C'est ça. Et puis alors bon, malheureusement entre guillemets, hein, Oui on n'a pas d'usine de F1 à part Viry-Châtillon qui est à Évry, je crois, c'est ça, c'est Évry, et en France. Donc bon, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas ces technologies. Faudrait demander au gouvernement, les gars, faites venir toutes les usines de F1, comme ça on ferait des petits. C'est des beaux respirateurs V8, nous dit ah M-Sport oui, Gazou. voilà. Bien joué, elle est belle, elle est belle. On accepte, c'est validé. Bon, je vous propose de repasser tout de suite à une deuxième news. Et oui, on va passer à une deuxième news parce que là, on parlait des grands prix reportés, on parlait forcément des grands prix qui étaient reportés. Donc ça fait combien? Ça fait 8 grands prix, 7 grands prix, quelque chose comme ça, je Ouais, crois. effectivement, hein, jusqu'au Grand Prix de France donc ouais, on va bientôt approcher le petit chiffre, enfin le nombre 10 Le, quoi, carrément. le nombre Bon, décimal, effectivement. nombre Donc, décimal. eh bien, qui dit moins de Grand Prix dit forcément peut-être essayer de faire plusieurs courses sur un même circuit. Et ça a Ouais. été l'idée qui a été apportée par Silverstone. Silverstone qui dit bon bah écoutez les gars, on va faire la course normale chez nous, hein, voilà, avec le tracé normal. Mais et si on faisait une deuxième course un peu plus tard dans le sens inverse? Alors l'idée, elle est pas inintéressante parce que le circuit de Silverstone à l'envers il C'est propose intéressant. un autre challenge, comme on dit, hein, on va dire ça comme ça, Mmh. un autre challenge pour les pilotes. En revanche, est-ce que c'est de l'ordre du faisable, entre guillemets, est-ce que c'est de l'ordre du possible pour tout le monde? Ça, c'est une autre question, parce que, eh bien, il y a des enjeux de sécurité, il faut homologuer la piste à l'envers, parce qu'elle est homologuée dans un certain sens, faut pas l'oublier. Et puis, bah, ça change pas mal de choses au fur et à mesure, on va dire, du parcours que tu fais sur la piste, parce que bah, la piste n'est pas prévue pour eh bien, se piloter, on va dire, à l'envers. Rapidement, Alexandre, ton avis là-dessus, est-ce que bon, forcément, ça va être une bonne chose, on va dire. Le Paul Ricard, par exemple, on va faire un petit peu la comparaison. Le Paul Mmh. Ricard, il pourrait très bien aussi bah, faire plusieurs courses avec plusieurs variantes pour le coup, sans avoir besoin de changer comment dire, de, de sens de tracé, mais on pourrait avoir des courses aussi intéressantes avec d'autres tracés, on va dire. Ton avis sur Silverstone d'abord? La chose qui est intéressante à Silverstone, c'est que, c'est ce que dit en particulier le patron du circuit, c'est que, le tracé, du coup, le tracé est là où il y a quasiment tous les ingénieurs de la Formule 1. C'est là que tout le monde travaille et donc ça offre une possibilité pour tout le monde de rentrer chez eux le soir tranquillement. Aussi il y a aussi ça. Heu, pour être complémentaire, ce n'est pas seulement 2 courses, c'est carrément plusieurs courses et c'est plus que 2 courses. Justement par le fait que, tout le monde travaille déjà à Silverstone, en tout cas près de Silverstone. Donc le tracé, c'est vrai pour l'avoir fait, pour l'avoir testé, bah, du coup, pour être tout à fait honnête sur F1 2019, à l'envers, Alors, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'il y a des courbes que tu prends, bah, logiquement, bah, très, moins rapidement et puis d'un coup tu les prends à fond à ce moment-là et l'inverse effectivement donc ouais, ça offre totalement un nouveau challenge et c'est très intéressant. Je reviens sur ton parallèle avec le Paul Ricard. Le Paul Ricard, ouais, très clairement, tu peux faire 10 000 pistes là-bas et donc oh, ça je par sais plus à combien s'élève la piste, le nombre de variantes qu'il y a, ça pourrait être incroyable. Enfin, ouais, je ouais. crois que c'est un chiffre incroyable. Ah ouais,
tu peux aller partout comme ça. Et à Silverstone, je pense pas qu'il y ait autant de variantes, mais de toute façon, un circuit en sens inverse, ça apporte une certaine excitation qu'on n'a pas connue en Formule 1, il me semble, d'avoir plusieurs courses sur le même tracé dans un sens différent. Effectivement, alors faut se rappeler aussi que il y a des enjeux de sécurité, évidemment, puisque les dégagements sont faits pour un certain sens et pas pour l'autre. Ouais, On prend par exemple le premier virage à Abeille, donc le tout premier virage, vous savez, le droite que vous passez à fond. Et bah, malheureusement, ce virage, il est bien pour le prendre dans le bon sens parce que tu as un bon dégagement au cas où tu fais comme Romain Grosjean et tu oublies d'appuyer sur le bouton DRS pour le refermer et tu pars en tête à queue. Le problème, c'est que quand tu arrives de l'autre sens, en fait, eh bien, la partie extérieure, on va dire, est très proche finalement par rapport à la piste. Et du coup, le dégagement n'est pas suffisant pour pouvoir accueillir une F1 qui serait en perdition, on va dire. Donc, ça pourrait effectivement ça pourrait faire mal. ouais, Donc, il y a ce premier enjeu de sécurité, c'est que les dégagements sont pas faits pour accueillir des voitures à l'envers, mais aussi, et c'est là où tous les circuits sont conçus comme ça, et c'est la meilleure entre guillemets conception à l'heure actuelle, et c'est normal. 167 configurations, on me dit, pour le Grand Prix de France. Merci à Rafale et pour le beaucoup, hein. message. La deuxième chose, c'est que vous savez, sur des lignes droites, en fait, alors fallait que je cherche l'image, mais j'ai pas eu le temps de la chercher, je suis vraiment désolé. Vous savez, sur les lignes droites, généralement, quand on regarde sur un plan avec toute la ligne droite en fond avec la caméra et vous voyez les voitures arriver, vous avez, en fait, les rails de sécurité sur le côté sont légèrement en biais. Vous voyez, ils sont genre en biais comme ça. Et vous avez des sorties à ces endroits-là pour que eh bien, les intervenants, donc les commissaires de piste, puissent eh bien, sortir de derrière la barrière, qu'on puisse envoyer une ambulance, qu'on puisse envoyer un 4x4, hein, une dépanneuse, ce que vous voulez, etc. Tous ces rails en fait sont mis de manière légèrement en biais, mais de manière à ce que les voitures, si jamais elles tapent le rail, mais les autres sont protégés. Et quand tu arrives dans le sens inverse, si la voiture elle tape le rail, ouais, après elle s'engouffre dans le trou. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, c'est le deuxième point où là, faudrait trouver de manière ingénieuse, entre guillemets, la manière dont on pourrait justement remédier à ce problème. Donc, mettre un autre rail par-dessus, mais du coup, quid des dégagements. Donc, là, pour l'instant, l'idée sur le papier, elle a l'air intéressante, mais pour la faisabilité, moi, je suis un petit peu plus perplexe. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Bah, l'aspect de la sécurité est l'aspect le plus important dans ce genre de situation, bah, qu'importe d'ailleurs la situation, qu'elle soit aussi difficile, par rapport à la crise du coronavirus qu'autre, mais je pense qu'ils vont très, très vite s'arranger sur ce point pour faire au moins des courses de Formule 1, quelles qu'elles soient, combien de fois on va courir sur Silverstone ou autre. Mais j'avoue que l'aspect du premier virage simplement où, je pense que c'est l'exemple le plus parlant sur circuit en termes de sécurité. C'est vrai que là, il faut quand même se poser les bonnes questions plutôt que de partir et de foncer, tête baissée dans ce genre de projet. Carrément. Et puis alors, effectivement, il y a un autre débat là-dessus, c'est est-ce que ce serait peut-être pas le moment d'essayer de ramener des anciens circuits de F1 ou d'autres circuits européens qui n'accueillent plus la F1. On pense alors par exemple Manicourt à tout hasard, on pense à Imola, on pense à Portimao, on va en parler dans quelques instants. Mmh. On pense à qui d'autre? Il y a qui d'autre comme circuit en Europe qu'on a Heu, oublié? Il y en a plein, il y en a plein, il y en a il y a absolument le plein et Mugello il y a le Mugello plusieurs. Valence, par exemple, qui accueille des essais Ouais. privés notamment, à l'époque. Exactement. Valence, enfin bref, Jerez, vous avez ouais. pas mal de circuits. Zandvoort à l'envers, on me dit le Raidillon à l'envers, Loul. Effectivement, Mmh, Spa à l'envers, ça peut être sécurité first, un peu moyen les gars. ouais. Mais non, effectivement, Jerez, voilà, il y a plein il y a plein de, comment dire, le Nürburgring, effectivement, il y a plein de circuits qui pourraient être capables d'accueillir la F1 puisqu'ils ont accueilli la F1 par le passé. Et puis alors, Walid nous dit effectivement, et je crois que c'est pas le seul qui nous dit ça dans le chat, pourquoi pas faire des courses sprint et puis faire Oui. une course longue avec des grilles inversées et compagnie. Effectivement, ça peut être une bonne idée d'essayer de faire, de changer un peu le format, de tester le format qui a été assez rejeté, je crois. C'était en 2019 justement. Euh, alors on nous dit Le Mans, je crois le circuit Bugatti n'a pas le grade 1, donc il faudrait qu'il soit homologué pour accueillir la F1. Et puis de toute façon, si jamais la F1 vient pour Le Mans, ce sera pas sur le grand circuit des 24 heures, mais sur le circuit Bugatti, le petit. Alors Imola, Manicourt et d'autres circuits ont encore le grade 1. Oui,
Ouais. Je pense, oui. Bah, je suppose que le Nürburgring, par exemple, doit avoir le grade 1. Doit y en avoir d'autres. Je vous avoue là, Mm. j'ai pas en tête les circuits européens qui auraient encore le grade 1. Euh, mais il doit y en avoir quand même quelques-uns. De quoi je parlais juste avant? Excuse-moi, je me suis complètement paumé du coup. Non, des circuits qui pouvaient accueillir, justement ramener les vieux tracés de la Formule 1 au goût du jour. C'était ça sur le quoi que ce dont tu parlais avant, justement. Grand Prix de Exactement, Turquie, je suis d'accord avec le Grand Prix de Turquie, parce que c'était vraiment un très, très beau circuit ça, le exactement. circuit d'Istanbul. Exactement, le circuit d'Istanbul qui était vraiment magnifique, circuit de Reims-Gueux. Alors on va se calmer, hein. Alors les gars, quand même, abusez pas non plus, hein. Mais, mais Le Mans, c'est un grade 2, ouais, exactement. Ouais. Zolder, oui, non, mais voilà, il y a plein, encore une fois, il y a plein de circuits qui pourraient accueillir la F1. Ce serait peut-être le moment d'essayer de faire ceci, d'autant plus qu'on parle de plus en plus de faire peut-être des courses à huis clos, donc de déplacer au minimum le minimum syndical des écuries, donc c'est-à-dire que vraiment, genre, les effectifs seraient réduits sur le circuit déjà dans le paddock et ensuite il n'y aurait pas d'accès au public. Donc, et je crois que ça pourrait tourner autour de 1500 personnes en termes d'estimation Ouais. sur un Grand Prix. C'est une possibilité. Est-ce qu'elle sera en action? Ça, c'est autre chose. Une dernière chose comment dire, sur ce sujet, mon cher Alex. Bah, je rev peut-être revenir sur l'aspect du format. Je pense que déjà le nombre de courses va être très, très réduit cette année. Avoir, plusieurs courses sur le même jour en tout cas, ou en tout cas, ouais, le même jour, course sprint le matin et plus tard dans la journée des courses une course un peu plus longue. Je reviens notamment sur le même cas qu'on avait eu, mais alors c'était pas des courses, c'était, le Grand Prix du Japon de l'an dernier avec l'aspect qualification le matin, le matin à Suzuka et la course juste après. Ça a été un format qui a été relativement bien accueilli par le public, même si ça a été dans des circonstances non voulues bien sûr. Mais faire une petite course le matin de qualification ou autre, ou ce même genre de petit format, ça peut être intéressant pour le public qui sans doute restera à la maison devant sa télévision. Et bah voilà, effectivement. Alors on va finir avec cette deuxième news hein, comment dire, sur sur le Silverstone à l'envers. Voilà, Ouais. on est parti un peu loin. Rapidement, alors on va parler d'un autre sujet. Je vous propose, on va parler justement de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui s'est mis à Twitch cette semaine, ou même la semaine dernière, juste en amont du deuxième Virtual Grand Prix qui s'est déroulé. C'était où? C'était à Bahreïn, c'est ça? Non, C'est en Australie. c'était en Ils ont Australie, oui, ils ont ils ont refait le Grand Prix d'Australie, vu que fait normalement ça aurait dû être le Grand Prix du Vietnam, mais le Grand Prix du Vietnam n'est pas dispo sur F1 2019, F1 2020 n'est pas encore dans les bacs, comme on dit, et donc du coup, effectivement, eh bien, Charles Leclerc a ouvert tout simplement une chaîne Twitch, voilà, il a commencé à streamer tranquillement mais sûrement, et puis il a commencé à faire pas mal de, comment dire, il a fait pas mal de vues, hein, le petit Charles. ça. Il a roulé justement bah, avec ses potes, il a roulé avec George Russell, Alex Albon, grand pote à lui, Antonio Fuoco, Giuliano Alesi, il y avait Louis Delettra aussi, il y avait... Alors là je parle de ses streams à lui, hein, je parle pas forcément du virtual GP. Antonio Et Fabio Fuoco, Quartararo, Antonio Giovinazzi, oui dis-moi. il était avec Fabio Quartararo hier sur Fortnite, hein. Exactement, il était avec Fabio Quartararo et son frère Arthur sur Fortnite. Voilà, petit streamer Fortnite. Vous vous rendez compte quand même dans quelle époque on vit? Non, mais parce Ouais. que faut quand même se dire que c'est ouf. Tu t'imagines Enzo Ferrari penser qu'il y a quoi? Il y a, allez, 50 ans grosso modo. Que Mmh. un jour, un de ces pilotes qui roule dans une Ferrari, gros, allait streamer du jeu vidéo avec, alors je vais pas dire Ah, un gros mot pour dès le matin parce que là sinon je pense qu'on va pas être, on va pas être potes avec assis bien comme il faut en survette avec une manette en train de jouer à un jeu vidéo qui a eu on va dire la réputation d'être un jeu pour adolescents alors que bon bah il est pas bon il est pas non plus très très vieux hein, Charles Leclerc mais ouais. t'imagines ou pas genre même Di Non, Montezemolo genre tous les vieux de chez Ferrari t'imagines ou pas non mais c'est un truc de ouf quand même. ah bah, ça apporte surtout, je suis d'accord avec, toi, mais ça montre surtout que Ferrari a besoin de fraîcheur et là, ils l'ont clairement la fraîcheur. Alors peut-être qu'elle est peut-être un peu violente pour les vieux de la vieille de Maranello, mais en tout cas, c'est vrai que quand on fait le parallèle avec, le vieux Enzo et la situation dans laquelle on est avec, Charles Leclerc, c'est assez drôle à voir,
moi, personnellement, après, c'est ma génération aussi, bien sûr, mais moi, ça me plaît de voir ça, surtout, de voir, le fait d'avoir un pilote qui est aussi décomplexé dans ce genre de situation et surtout qui s'amuse, en fait, en voyant ça. Je pense que tu peux me rejoindre là-dessus peut-être, mais ça fait plusieurs années qu'on voit des pilotes de F1 assez fermés, et là, tout d'un coup, on a Verstappen qui arrive, du Norris qui arrive et Leclerc aussi qui arrive et le fait de les voir, bah, il y a une certaine proximité aussi avec le pilote, hein. Je pense que les fans adorent ça et Charles Leclerc hier sur Fortnite, qui déconne avec Fabio Quartararo, je pense que les gens adorent. Effectivement, bah, alors moi je vais te rejoindre là-dessus, et enfin on est d'accord là-dessus, hein, clairement. On voit que en tout cas la jeune génération, la nouvelle génération, les Norris, Verstappen, Leclerc et compagnie, c'est des joueurs, enfin oui, c'est des joueurs déjà, c'est des personnes, c'est des gens qui sont nés dans l'ère du numérique, donc qui ont Ouais, grandi avec, qui connaissent, qui comprennent les codes du numérique, qui comprennent, qui sont, on va dire, curieux de faire du stream, ce genre de choses, qui kiffent aussi faire ça, même si bon, Charles a eu un petit peu du mal à, à terminer son premier stream parce qu'il savait pas comment faire. ouais, On dirait moi, mais bon, moi je suis un peu plus vieux que lui. Donc effectivement, ça fait un peu bizarre, comme nous dit Sniza FR, pardon, je vais y arriver. Ça fait un peu bizarre quand tu vois Vettel à côté. Et oui, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que eh bien, face aux générations qui déjà sont pas super vieilles, hein, clairement, Hamilton, Vettel, toute cette génération fin des années 2000 entre guillemets, qui ont commencé à arriver en Formule 1 à partir de 2007, 2008, etc. Bah, elles sont pas si vieilles que ça. Et le numérique, c'est des choses qu'ils comprennent plus ou moins. Regardez Lewis Hamilton, bon, il a eu sa période Snapchat, il a toujours sa période Insta, Twitter et compagnie, mais c'est pas lui qui va aller faire du stream, tu vois. Et il est un cran encore un petit peu en dessous. Et c'est assez intéressant de voir ça. Et alors, tu parlais de proximité, mon cher Alex. Rapidement, sur la proximité, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que on se rend compte que eh bien, les pilotes sont avant tout des vrais humains, hein, voilà, ouais. si jamais, voilà, on a plus ce filtre qui s'appelle la télévision, qui nous police beaucoup les choses parce qu'il faut savoir, les pilotes en fait sont ce qu'on appelle média traînés, c'est-à-dire qu'on leur apprend à répondre aux questions parfois un petit peu tendues, etc., à sourire devant la caméra, à répondre correctement aux journalistes, répondre correctement aux questions, on leur dit ce qu'il faut répondre, etc. Bref, tout ça, c'est des formations qui existent, c'est ce qu'on appelle le média training. C'est très important quand vous êtes dans le monde du sport, des médias, etc. C'est très important. Et du coup, dès qu'ils sont plus avec des journalistes ou la personne, vous savez qu'il y a la personne de l'écurie qui vient enregistrer ce que tu es en train de dire, et ben on se rend compte que les gars peuvent être complètement en roue libre, notamment Max Verstappen qui lui n'hésite pas à défoncer absolument le jeu F1 2019 parce qu'il plante tout le temps et que Norris aussi a un petit peu du mal avec Ah ça. ouais, ouais. Voilà, donc autant vous dire effectivement que bah oui, c'est assez cool. Euh, je reprends un petit peu on va dire vos messages. Imagine Raikkonen en stream. Alors là, ce serait assez incroyable. Ah Euh, oui, ce this is serait, my ce game. serait, ce sera incroyable. Imagine Kubica qui joue à Fortnite. Alors, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il est suffisamment tôt? Non, pardon. Est-ce qu'il est suffisamment tard pour faire une vanne? C'est une vraie question. Je pense qu'on va pas se le. Voilà, mais. Non, mais voilà, tu vois, effectivement, c'est des choses qui. Alors, Non, Ricardo a dû louper quelques leçons en média training. Ah, possible aussi, effectivement. Donc, voilà, c'est des choses. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir justement ce filtre qui est plus là. Et effectivement, comme tu le disais, ça nous rapproche d'eux. Et ça, c'est vraiment très cool. Euh, voilà, il c'était y a mon des petit point de pilotes vue, on va dire. il y a des pilotes à l'époque aussi qui étaient fans de jeux vidéo et qui continuent à l'être. Je pense notamment à Jacques Villeneuve, qui est un grand, grand fan de jeux vidéo, qui est même un collectionneur d'ailleurs, qui expliquait même que dans le paddock, il avait demandé quand il était chez Bar, qu'on installe Internet dans son motorhome pour qu'il puisse jouer tranquillement en paix avant les courses. Donc voilà, il y en a qui sont fans de tout ça et qui peuvent le mettre en valeur. Et il y a un point où c'était intéressant, c'est que là, il n'y a plus de filtre quand tu es sur Twitch. Ouais. Là, il n'a pas streamé longtemps, par exemple, hier, Charles Leclerc sur Fortnite, c'est 1 heure et demie, mais c'est 1 heure et demie où où il était face cam, où il était totalement au naturel. Et c'est ça aujourd'hui que les gens cherchent, d'ailleurs, juste tout simplement en allant sur Twitch.
Effectivement. Alors, est-ce que Kimi Raikkonen a eu du média training? Bien sûr qu'il a eu du média Ouais. training. Par contre, est-ce qu'il a écouté? Ça, c'est une autre, une autre chose. Mais Aujourd'hui, il écoute plus du tout, je pense. t'as dit quoi? J'ai dit aujourd'hui, il écoute plus Ah, je pense le qu'il les écoute petits plus. briefs avant. Effectivement, je pense qu'il écoute plus Raikkonen en stream, en slip avec une clope. Why not? Pas sûr qu'il ait une clope. Nico disait qu'il est chaud chaud pour faire de la simu. Nico qui? Nico Rosberg ou Nico Hülkenberg? Hülkenberg a roulé un petit peu d'ailleurs, je crois. Puis alors, effectivement, avec ce confinement, alors rapidement pour parler un petit peu des courses virtuelles sur le Virtual GP. Donc le Il y en a premier, moi beaucoup. je l'ai trouvé vraiment très très bof là Ouais. à Bahreïn. Enfin, Herbert qui coupe le premier virage comme un schlag en mode salut. Alors, certes, c'est fun, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais personnellement. Et je veux dire, si c'est pour faire un lobby public entre guillemets sur F1, je vois pas tellement l'intérêt de streamer ça de la part de la F1. Voilà. Après, j'ai rien contre le fun, mais à ce moment-là, faut le vendre comme étant le fun et pas comme étant un truc de fou furieux. Mmh. Et puis le deuxième, alors malheureusement, j'ai pas pu le regarder, mais il paraît que c'était beaucoup plus propre entre guillemets. Euh, et puis voilà, toujours pas de Verstappen et il n'y en aura pas de Verstappen sur ce virtual GP en tout cas, puisque lui il préfère iRacing et mettre Lando Norris dans le mur. Quelque chose à rajouter, mon cher Alex, là-dessus, cette frénésie Twitch, entre guillemets, et même cette frénésie de Sim Racing, dont on reparlera dans d'autres émissions, évidemment, hein, frénésie de Sim Racing qui est en train de prendre le virus pour tous les pilotes, même outre-Atlantique avec l'IndyCar et la NASCAR, par exemple. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose, un petit truc à rajouter pour terminer? Justement, moi, je préfère sincèrement regarder les courses organisées par, l'IndyCar. Là, on était à la deuxième manche, là, le week-end dernier, samedi dernier. Il y a de la compétition et c'est ce que je cherche au bout d'un moment, voir des, pilotes qui, peut-être pas, qui n'apportent pas la même, qualité en termes de concentration peut-être, sur un jeu comme F1 2019. Au bout d'un moment, ça c'est marrant, 5 tours et après on a vite fait le tour justement. L'IndyCar, justement, on propose de vraies choses, des courses sur iRacing, où là, c'est vraiment un peu plus professionnalisé et c'est beaucoup plus cool à regarder, et beaucoup plus fun, j'ai envie de dire, quand tu recherches quelque chose comme de la compétition. Effectivement, voilà, donc vous comprenez, vaut mieux que Charles Leclerc stream ses parties de F1 2019 avec ses potes, quitte à faire des Ouais. conneries, et derrière, on fait des trucs sérieux sur iRacing, et là, franchement, effectivement, tout le monde y retrouverait son compte. En tout cas, voilà, Van Dorn s'est mis au stream, Louis Delettra s'est mis au stream, Grosjean, je suppose qu'il va pas tarder, Esteban a essayé de stream sur la chaîne de Vitality, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Donc voilà, effectivement, les pilotes s'y mettent, les pilotes pros s'y mettent. Et tant mieux parce que ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de contenu et puis d'être encore une fois plus proche d'eux et ça c'est important et ça c'est vraiment très intéressant. Je vous propose de passer à la troisième, quatrième news, quelque chose comme ça. On va passer sur quoi? Allez, on va passer sur rapidement Portimao qui est en train de discuter pour essayer de faire revenir les essais hivernaux de Formule 1 sur le circuit donc portugais. Et oui, parce que Portugal il fait chaud en hiver, on va dire, en tout cas plus chaud qu'à Zandvoort, ça c'est sûr et certain. Mais il travaille pour avoir le grade 1, justement. Il travaille pour avoir le grade 1 pour accueillir la F1 dans un cadre officiel. Ah, mais Euh, ils l'ont obtenu lundi, d'ailleurs. Ils l'ont C'est obtenu lundi. Ah, bah ça, c'est une bonne nouvelle, ils ont ça. déjà le grade 1. Ouais. Donc, bah écoute, est-ce qu'il y a une news particulière par rapport à ça, Alexandre, ou est-ce que voilà, c'est la petite news qui fait plaisir en train de se dire que si jamais vous voulez aller aux essais hivernaux pour les Français, ce sera peut-être un petit peu plus loin la prochaine fois. La dernière fois que, ouais, justement, que les essais, enfin, il y a eu des essais hivernaux à Portimao, c'était en 2009, donc ça remonte déjà à Ah un peu loin, ouais. c'était un petit peu plus de 10 ans. La dernière fois que de la Formule 1 a tourné, eh bien, c'était, je te retrouve ça, c'était cet automne justement, mais le patron qui s'appelle Paolo Pinheiro, le patron du circuit, n'a pas donné le nom de l'écurie. Une écurie est donc venue, puis, courir, bah, après c'est assez courant comme ça que des écuries viennent Faire tourner des sur des essais. circuits, faire des essais là-bas. C'est un circuit intéressant, très intéressant. On l'oublie souvent, ce circuit qui est assez récent dans son histoire, mais parce qu'avant, c'était sur Estoril, la Formule 1. Mais Portimao, dans l'objectif en tout cas de Portimao, c'est dans un premier lieu, oui, d'accueillir les tests hivernaux, mais surtout de faire revenir la Formule 1 en Grand Prix du côté du Portugal. Et je pense que ça peut être une bonne chose parce que le Portugal, on l'oublie souvent, mais ça a été le théâtre de belles batailles, notamment entre Senna et Prost dans les années 80 et aussi avec d'autres pilotes. Et c'est toujours ce circuit-là, je vous le conseille notamment de regarder son tracé, il est très intéressant.
Effectivement, ouais, c'est Portimao. Alors c'est le circuit qui est vallonné, hein, c'est ça? Ouais, Je ah bah confonds toujours justement, ouais, Portimao et Estoril. Mais oui, c'est celui qui commence à droite, qui remonte, et puis t'as toute une section avec des virages un peu à l'aveugle et vallonnés, etc. Il me semble que c'est ça. Ou ouais. alors Si peut-être tu que veux, je confonds avec Estoril. Je me souviens ouais. vraiment plus. À Si tu chaque veux, fois, je peux mettre le tracé, comme ça, voilà. Je peux mettre le tracé, Alors ouais, il est là. justement, tac, On va hop, mettre le on va vous faire tracé. ça, les choses, on va vous faire les choses correctement, les gars. On va même vous mettre le tracé tellement on est des oufs. Ouais. Alors apparemment vous êtes plutôt pour que ça revienne à Portimao. Barcelone, autant ajouter, vu qu'il n'y a plus Barcelone, autant ajouter ce circuit. Alors là, on parle des essais hivernaux d'abord. Après, pourquoi pas faire un Grand Prix à Portimao? Faudra voir. Mais effectivement, c'est un des beaux circuits, hein. Clairement, Portimao. Alors, Giggs, Hop là. forcément Giggs, qui est aussi qui est franco. Est-ce qu'on Ah voit oui, le donc tracé? c'est bien celui auquel je pensais. Ouais. Hop, regardez, magnifique, regardez si c'est pas beau ça. Voilà, donc le circuit de Portimao. Vous voyez en fait toute la section que vous avez virage 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tout ça, c'est assez vallonné, c'est assez intéressant. Il y a des freinages en appui, il y a des doubles Mmh. points de corde, il y a le virage 10, je crois que c'est une belle cuvette qui remonte derrière. Donc non, c'était vraiment très très cool comme circuit, effectivement. Voilà, mon cher Alex, en tout cas. Il y a Merci juste de... une photo pour montrer bien que c'est vallonné. Alors je vais Yes. retourner ici. Alors je sais pas si je Alors, peux, ça fait parmi, c'est parmi effectivement vous voyez, là, OK, c'est à la fin du premier virage, ça descend d'un voilà, coup et après, tu voilà, as un je vais vous double point de montrer corde. exactement. Regardez juste la photo qui est juste là. Alors, Regardez c'est quoi juste comme à la voiture ça? C'est une une F1 de 2008, 2007-2008, hein, je 7 suppose. 2008, Euh, effectivement. Et en gros, voilà, regardez juste là, comment c'est c'est- bien courbé à la fin à la fin de la ligne droite. Voilà, et alors là, après, il faut tourner à droite très rapidement. Exactement, Et ouais, tu arrives à une certaine vitesse, on va dire. ouais, c'est ça. Effectivement. Insane ce tracé, effectivement. Il a une belle gueule. D'ailleurs, j'irais bien voir une course de LMS de Sud European Le Mans Series pour voir ce que ça donne. Oui, ça pourrait être une bonne chose, effectivement. Pour la petite anecdote, quand j'ai eu la chance de sauter pour la première fois en parachute, au Portugal et c'était justement à Portimao et justement au moment où je saute de l'avion, je regarde à ma gauche et je vois le circuit, je fais: «Ah putain, il est bien ce circuit quand même» et après Évidemment, c'est la première chose à laquelle on pense hein, quand tu sautes d'un ah avion ouais, en ouais, parachute. Ah tiens, il est voilà, beau ce circuit. il est beau C'est ce pas mal. circuit, ouais et je commençais à faire une petite analyse du circuit pendant 2-3 minutes et puis après j'ai sauté, mais ça m'a détendu. Et ben voilà, comme ça, si jamais vous faites un saut en parachute, vous savez, faut chercher un circuit comme ça vous détend et vous êtes bien. Voilà pour la petite news sur Portimao, effectivement. Alors, j'aimerais qu'on passe à une actu peut-être un peu plus chaude et qui va probablement commencer à faire un peu plus débattre dans le chat. On va parler de Bottas qui surveille le marché. Et oui, ça c'est une news, les gars. Pour l'instant, Bottas, son contrat se termine à la fin de l'année 2020. Et oui, peu importe ce qui se passe, hein, coronavirus, pas coronavirus, qu'il y ait une saison 2020 qui en est pas, le contrat reste un contrat et se termine fin 2020. Après, on le sait, hein, tous les contrats sont faits pour être cassés, comme on dit. Ouais, Euh, donc Bottas a dit bon bah voilà, je regarde un petit peu tout ce qui se fait sur le marché, mais ma priorité évidemment c'est de rester chez Mercedes. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que véritablement il aura cette chance-là de rester chez Mercedes? Est-ce que on va le re-signer, bon faute de mieux entre guillemets, ou est-ce qu'il y aurait potentiellement d'autres titulaires, on va dire, d'autres pilotes qui pourraient prendre sa place et faire le job qu'il fait, voire mieux? Sans trop inquiéter Lewis Hamilton, parce que peut-être que c'est une condition aussi pour signer un nouveau pilote. C'est quoi ton regard là-dessus, Alex? je pense qu'il restera chez Mercedes quand même. J'ai du mal à imaginer que Mercedes puisse se dire dans une situation aussi, dramatique que celle du coronavirus où tout est quasiment annulé, dans le sport, que Mercedes vienne, et dise: «Bon, bah, Bottas, bon, bah, voilà, tu vas partir». Je pense qu'il recherche la particularité de Mercedes, c'est de la stabilité et c'est pour ça qu'il gagne justement et rester avec Bottas, c'est garder de la stabilité et garder aussi un Hamilton, qui sait qui va être tranquillement chez Mercedes et pouvoir, tranquillement remporter des courses et bien sûr un championnat du monde encore une fois.
Et oui, bah alors après, je regarde le chat, hein, on nous dit Russell à la place de Bottas, Russell chez Merco, Russell avec son plan Voilà. pour battre Hamilton, loul. Alonso en retour chez Mercedes avec Hamilton, ça me paraît compliqué. Ça, c'était d'ailleurs un des débats qu'on a eu eh bien, dimanche Sur la sur la piste, chaîne ouais. First Team Sport avec les pistonnés. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, évidemment, si jamais vous l'avez pas vue. On parle de Van Dorn aussi, Van Dorn qui est chez Mercedes mais en Formule E. Eh oui, Ah bah après, why not? tu viens avec aussi Nick De Vries, hein, qui est aussi chez Mercedes, donc Eh oui, ouais, il y a il après y a du candidat. Et alors, on n'a pas parlé de ceux qui sont aussi présents sur la grille, mais ceux qui pourraient être présents sur la grille, c'est qui? Eh bien, ça pourrait être Daniel Ricciardo, à tout hasard. Ricciardo, lui, son contrat, il se termine fin 2020 aussi. Il n'a pas encore décidé s'il allait rester avec Renault ou pas. Qui sait qu'il y a d'autres sur la grille de départ qui pourraient effectivement prétendre au baquet Mercedes, Ah, à il ton y a avis? plein de contrats qui se terminent en 2020. Je pense, alors je vais faire toute la liste, mais il y a Pierre Gasly, il y a également Daniel Kvyat. Alors je pense plus que Pierre Gasly a plus de chances que Daniel Kvyat. Ouais, Chez mais Racing encore, Point, abuse pas non plus, parce que bon, même Pierre Gasly, ça me paraît ouais, ouais, un peu gros quand même. c'est sûr, c'est sûr. Kimi Raikkonen, ça finit en 2020 aussi, mais bon, si Kimi Raikkonen part d'Alfa Romeo, je pense que la carrière, ça veut dire en Formule 1, elle est terminée. Tu as Antonio Giovinazzi, il y a Daniel Ricciardo, comme tu as dit, il y a les deux pilotes As, Grosjean et Magnussen. Chez Williams, bah, il y a effectivement George Russell où ça se termine en 2020. Nicolas Latifi, bon, on va pas en parler parce que lui, son cas est totalement différent. Mais il y a beaucoup de pilotes qui, sur le plateau, peuvent prétendre à un baquet chez Mercedes. Sauf que si c'est un pilote, à l'exception de George Russell, mais si c'est un pilote du plateau qui vient prendre la place de Valtteri Bottas, si Valtteri Bottas venait à partir, ça enverra un fort message pour tout ce qui est de l'académie Mercedes en disant bah oui, vous pouvez être chez nous et vous ne piloterez jamais en Formule 1 avec nous. Eh oui, ça c'est pas le message qu'on a envie d'envoyer généralement, mais bon, bah écoute, hein, c'est des choses qui Si peuvent ça arriver. arrive là, c'est un peu dommage pour. Bah, c'est l'académie Mercedes qui tombe un peu à l'eau en disant on vous forme et vous, vous resterez dans les autres formules. Alors, un autre débat, une autre question qui est intéressante, c'est si jamais Bottas ne peut pas, entre guillemets, pour X ou Y raison, re-signer chez Mercedes, où est-ce qu'il pourrait partir? Parce que c'est aussi ça la question, c'est que si Bottas s'en va, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il arrête? Est-ce il retourne chez Williams? Est-ce qu'il va chez Racing Point? Est-ce qu'il va chez Renault? Est-ce qu'il va, voilà, là-dessus, avant qu'on prenne le live, je crois, tu m'as dit, ouais, je le vois bien je le vois bien chez Racing Point, non? Ouais, j'ai dit chez Racing Point parce qu'il y a un pilote dont le contrat se termine à la fin de l'année, c'est Lance Stroll. Est-ce que Lance Stroll aura vraiment envie de rester en Formule 1 après, sachant qu'on le voit à chaque fois en interview, pas trop le sourire ou quoi que ce soit. Il y a peut-être une fois ou deux dans l'année où il a le sourire. C'est justement la dernière fois, c'était en Allemagne où il était proche d'un podium. Mais sinon, ouais, il n'a pas l'air très très enclin à rester en, en tout cas avec un body language pas très adéquat avec la Formule 1 où il est vraiment avec un pas trop le sourire. Donc pourquoi pas aller chez Racing Point, sachant que cette année Racing Point a fait j'ai envie de dire une belle trouvaille et surtout a trouvé des failles dans le règlement pour Ils ont avoir pris une des belles Mercedes. photos. Elles ont pris des belles photos, bonne qualité là. Et l'imprimante 3D est passée par là et on a reconstitué la Mercedes de l'an dernier. Et donc, bon, après, c'est une Mercedes évoluée, mais ouais, ouais, c'est pour ça que quand tu disais le podium en Australie, avec du recul, ça aurait pu être clairement possible, quoi. Ah oui, pour rien vous cacher, j'avais fait un petit bet sur Winamax Sport. J'avais parié sur. C'est quoi? J'avais parié sur les victoires. J'avais parié sur une victoire d'Albon. J'avais parié sur une victoire de Verstappen. Une victoire de Perez ou une victoire de Lance Stroll. Voilà. Et j'avais mis 15 balles. Bon, ils m'ont été remboursés, mais j'aurais Bien bien sûr. voulu voir ce que ça donnait parce que je voyais ni une Mercedes ni une Ferrari gagner et les cotes étaient très intéressantes. Je rebondis sur ce que le chat est en train de dire, puisqu'effectivement, Bottas, on nous dit, ah bah non, peut-être qu'il partirait en rallye. Il faut pas oublier que c'est un Oui, Finlandais et que le rallye, totalement, ouais. c'est un peu, comment dire, le rallye, c'est un peu ce qu'est euh, le pinard aux Français, hein, on va dire. C'est un peu une deuxième peau, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Ou alors se plaindre.
monde. Voilà, ça on est les champions du monde là-dedans. Donc effectivement, Bottas qui pourrait se retrouver en rallye. Et tu parlais du body language de Lance Stroll. Très très intéressant que tu t'amènes ça parce que effectivement quand on est allé à Barcelone avec les pistonnés et Hydro, il y avait une chose très intéressante, c'est que bon bah après chaque session entre guillemets, c'est-à-dire en fin de matinée et en fin de journée, eh bien les pilotes à l'arrière des garages pouvaient donner des interviews, etc. Et plusieurs fois on est passé pas très loin de Lance Stroll. Et Mm. honnêtement, quand tu parles de body language, tu vois à quel point il se force à être là, mais vraiment, et tu sens que le pauvre, enfin, alors je dis le pauvre, tu sens qu'il est pas heureux dans ce qu'il fait parce que je vous parlais de média training tout à l'heure, il a été média traîné et tu le vois quand il répond aux caméras, il a un faux rictus, tu vois, il est là, Mm. il essaie de sourire comme ça Non, mais et, et, euh, et après il parle, papa, et il essaie de sourire, mais tu sens que il y a du forcing quoi, et que putain, il a qu'une envie, c'est de se barrer. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est heureux en tout cas, ou pas, qui était satisfait. Donc pourquoi pas que, effectivement, à un moment donné, peut-être que Lance Stroll va arrêter de rouler en Formule 1 parce qu'il en a juste tout simplement marre. C'est un peu comme si vous, on vous obligeait à faire un truc que vous aimiez pas, peu importe. Après, effectivement, c'est plus le rêve de son père plutôt que le sien, et c'est aussi ça qu'il faut prendre en considération. Alors oui, il a beaucoup de chance de pouvoir faire ça, mais encore une fois, bah, il t'obliger y à en a faire pour quelque qui ce chose que sera le t'aimes rêve, pas, hein. Oui. c'est pas spécialement avoir de la chance. Peu importe ce que c'est, et même si c'est votre rêve à vous, effectivement, bon bah voilà, c'est voilà, même si c'est notre rêve à nous, faut comprendre que c'est pas forcément le rêve de tout le monde, et quand c'est pas le rêve de tout le monde, même ceux qui le font, bah finalement, bah voilà, voilà, si demain je te dis, tiens, faire Top Chef, tu vois, et ouvrir un restaurant 3 étoiles et à être étoilé, pardon, au guide Michelin, bah moi c'est pas mon rêve, mais si demain je le fais et que je me fais chier à faire ça, bon, c'est un petit peu dommage, quoi, on va dire. Ouais. Donc voilà. Autre chose à rajouter, Alex, là-dessus ou pas, ou... Non, non, pour moi, personnellement, tout a été dit sur le sujet. En tout cas, chez Racing Point et sur Hmm, Lance Stroll, c'est vraiment le body language qui parle, du côté ouais. de Lance Stroll. Voilà. Clairement. Alors peut-être que, alors on reparlera de Racing Point peut-être dans une prochaine émission évidemment, avec pourquoi pas un retour de Fernando Alonso chez Racing Point. Info lâchée par Hamza Ramani. Non, je déconne, évidemment. Non, non, vous enflammez pas là, vous êtes direct, ça va partir en tweet. On va Qu'est-ce lancer une qu'elle rumeur dit? sans le vouloir, ça tourne mal. Alonso revient en F1 et gagne un titre avec Aston Martin, terribles images. Euh, on passe à la news suivante rapidement. Bernie Ecclestone qui dit qu'il faut attendre 2021. Alors encore une fois, hein, on revient un petit peu au sujet du début de cette émission. Euh, Effectivement, Bernie Ecclestone qui dit ah, les gars, faudrait peut-être essayer de se dire que cette saison 2020, faut juste l'annuler tout simplement. Alors ça, moi, c'est pas que ça me choque, ça m'étonne de la part du personnage, et en même temps ça m'étonne Ouais. pas. Et je vais vous dire pourquoi. Première chose, ça m'étonne parce que c'est quelqu'un qui connaît tous les rouages du fonctionnement de la F1, puisque c'est lui qui a créé ce rouage-là et qui a créé la machine, on va dire que c'est aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que ça m'étonne, parce que d'un point de vue financier, c'est extrêmement compliqué pour les F1, pour les écuries de F1, et bien de pas faire cette saison, tout simplement parce qu'il y a des enjeux économiques et que il n'y a pas de rentrée d'argent, mais il y a quand même des dépenses qui continuent avec le salaire des employés. Donc là, on a commencé à mettre certains employés au chômage technique. Au chômage Mmh. partiel, pardon, donc ça veut dire que je sais même plus si on les paye ou pas. On a commencé à cutter un petit peu le salaire des pilotes parce que ça commençait à être un petit peu trop cher. Et puis, dans le même temps, en fait, je me dis, ouais, mais Bernie Ecclestone, c'est le genre de mec qui a une idée complètement folle, mais qui va trouver une solution pour pouvoir la faire. Et c'est aussi ça qui m'étonne moins, c'est que lui, s'il dit que on peut faire ça, c'est qu'il va trouver un arrangement pour justement que ça se passe bien pour tout le monde, parce que c'est dans l'intérêt de la Formule 1 de garder toutes les équipes, évidemment. Mon cher Alex, qu'est-ce que t'en penses de ça, Bernie Ecclestone qui voudrait attendre 2021? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Ou est-ce que c'est juste C'est juste pour parler, mais je pense sincèrement alors sur le principe, sur ce qu'il dit, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que bon, à un moment donné, quand tu vas avoir plein de courses reportées et que certaines vont devoir être annulées parce que c'est trop tard dans l'année, au bout d'un moment, il faut pas faire des courses pour des courses et rester un peu, dans ses bottes, quoi. Et plutôt l'idée de faire des courses hors championnat. On annule ce championnat, mais on fait quand même des courses, pas pour je dis pas pour garder la forme, hein, mais quand même, il faut faire tourner les F1, il faut faire tourner, il faut faire ça travailler fait des rentrer gens. de l'argent?
ça fait rentrer de l'argent aussi, hein, faut pas se mentir. Mais si par exemple il y a un championnat du monde cette année, bah, Nick Leston affirme que pour avoir le nombre minimum pour pouvoir faire un championnat du monde le nombre minimum de courses, c'est 8. Je pense qu'on atteindra le nombre de 8, de 8 courses au moins, mais est-ce que ça aura une vraie saveur? J'ai envie de dire, est-ce que le champion du monde cette année, s'il y a un peu plus de 8 courses par exemple, est-ce qu'on pourra dire, ouais, il est champion du monde de Formule 1? Oui, mais Alors, ça sera pas la même moi, saveur. moi, je vais te dire, je pense que faut aussi remettre en contexte parce qu'aujourd'hui, on a des calendriers qui s'étalent sur 20 courses. Mais il faut pas Mmh. oublier que dans les années 50, à l'époque de Fangio, il y avait pas beaucoup de courses, hein. Il y en avait une dizaine, mais clairement pas 20, et c'est pas pour autant qu'on Ah pondère oui, non. entre guillemets de cette manière-là les titres de champion du monde des pilotes des années 50-60. Donc effectivement, voilà, faut prendre ça en considération. Maintenant, c'était une autre époque, il y avait il y Oui, avait oui, c'est pour ça, d'autres les dangers, on va itérations dire sont dures. clairement. Mais voilà, donc non, effectivement, ça me paraît, moi, ça me paraît compliqué, ça me paraît vraiment pas faisable. Ou alors, effectivement, je pense que dans le lot, on perdra forcément une ou deux équipes parce que les coûts sont exorbitants pour la F1. C'est exorbitant pour les équipes de concevoir une voiture avec autant de technologie. En fait, le problème des équipes de Formule 1, c'est qu'ils conçoivent des voitures, mais avec une technologie qui derrière est valable qu'un an finalement. Tu vois, et c'est ça le problème, c'est que le développement qu'ils font, c'est un développement qui va durer un an en recherche et développement, et ensuite on va continuer d'améliorer le produit qui va sortir pendant un an, et après basta, ça part entre guillemets à la poubelle, ou en tout cas les revenus que ça va générer, la F1, la voiture que vous concevez sur 2 ans, elle va vous générer les revenus du championnat que dans la position dans laquelle vous allez terminer. Donc ça coûte très cher finalement de faire ça. C'est pareil pour toutes les autres catégories, on va dire, de sport mécanique. Alors j'ai cru voir que pour la MotoGP, ça coûtait extrêmement cher, que les équipes étaient peut-être plus fragiles. Alors je m'y connais pas, donc ça faudrait poser la question à Ken Piche, évidemment, mais je sais pas. Franchement, j'avoue que je sais pas si moi ça me paraît difficilement tenable. Je t'avoue que moi je pense que ça va être compliqué. Bah, je peux comprendre. Je peux comprendre, mais au bout d'un moment, c'est juste qu'au bout d'un moment, faire des courses pour des courses, c'est pas intéressant, quoi. Ouais, Et surtout, en fait, si ça compte dans un championnat du monde, surtout. ouais, ouais. Forcer les gens à courir, bien sûr pour en faire rentrer des revenus. Je pense notamment à Williams qui là est vraiment dans une situation ultra, ultra compliquée. Mais autant rester sur un principe de faire une série d'événements hors championnat du monde et trouver un moyen, parce que la Formule 1 trouvera forcément un moyen si les écuries le demandent, de faire ça dans un cadre d'une série d'événements et hors championnat du monde, et faire rentrer bien sûr des moyens, de l'argent. Et je pense que la situation sera peut-être plus agréable et plus facile à gérer si on fait ça hors compétition. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je pense en vrai, le plus simple, les gars, on conserve les grands prix qui sont sur le calendrier cette année. Et puis on se dit que cette année, il n'y aura pas de championnat du monde, mais on fera quand même les courses. Et puis voilà. Alors après, il faudra faire attention aux contrats qui sont passés avec ce qu'on appelle Mmh. les promoteurs de grands prix, donc les personnes qui veulent faire venir la F1 sur leur circuit. Et de savoir si dans leur contrat, c'est dire on accueille le championnat du monde de Formule 1 ou si on accueille un Grand Prix de Formule 1. Et ça, c'est pas la même chose, c'est pas la même définition. Parce que là, pour le coup, si on dit il n'y a pas de championnat du monde, eh ben, on va revoir forcément les droits à la baisse. Voilà, il y a plusieurs choses, on va dire, Mmh. sur tout ce qui est euh, légal, financier, etc. Donc, on n'est pas sorti du schmilblick. Bon, je vous propose de passer à la dernière news de la matinée. Et oui, parce que ça y est, il est déjà 8h52. Donc, on va finir avec cette news-là, un petit peu, on va dire, en légèreté, entre guillemets. Michael Schumacher, eh oui, voulait que Ferrari engage Sébastien Vettel à la fin de la saison 2009 pour 2010, l'histoire en a été autrement, évidemment, puisque eh bien, c'est Fernando Alonso qui a récupéré le baquet de la Ferrari, qui a été bien négocié. Et d'ailleurs, je me demande même si on n'avait pas fait en sorte de virer Kimi Raikkonen avec un contrat, avec une, comment dire, une exclusivité, enfin non, comment on appelle ça déjà? Tu sais, où t'as pas le droit de faire quelque chose avec une clause de
Une clause Ah de oui, pas oui, de ouais, effectivement. comme pas de confidentialité, mais une clause de non-concurrence, voilà, peut-être une Voilà, clause de c'est non-concurrence, ça. donc sans avoir le droit, on va dire, de revenir en F1 pendant 2 ans, puisqu'après il est revenu en Formule 1 avec Lotus, mais, mais effectivement, il aurait, est-ce que ça aurait été possible? Oui, non. Est-ce que Di Montezemolo aurait dit oui? Parce à l'époque, c'était effectivement Di Montezemolo, le patron de Ferrari. Mon cher Alex, là-dessus, t'as eu des petites histoires à nous raconter. Comment ça se passe? Il explique, Di Montezemolo, que Michael Schumacher, donc comme tu l'as expliqué, a essayé de nous convaincre d'engager Vettel chez Ferrari avant qu'il puisse passer de Toro Rosso à Red Bull, donc c'est entre 2009 et 2010. À cette époque, nous Alors, c'est pensions entre qu'il est 2008 et 2009 à ce moment-là. Et oui, heu, parce qu'en 2009, il était déjà chez Red Bull, mon cher. effectivement, ce Ah là monsieur là, j'ai donné la aurait pu mauvaise info, engager c'est terrible. ah, c'est grave. Aurait donc pu engager Vettel en 2009, mais Fernando lui a été préféré en 2010. Donc, si j'ai bien compris, en 2009, ils ont tenté de le recruter pour la saison 2009. Ils ont Ouais, retenté une nouvelle fois pour la saison 2010. ouais, Sauf que là, cette fois-ci, Vettel est bien resté chez Red Bull et ouais. cette fois-ci aussi, Ferrari a voulu prendre, Fernando Alonso. La question qu'on se pose du coup, c'est où est-ce qu'aurait bien pu aller Fernando Alonso Et si oui. Vettel avait été pris chez Ferrari? Et voilà, donc vous avez 4 heures dans le chat. Bisous. Et oui, c'est une vraie question ça, parce que si jamais Vettel avait signé chez Ferrari, est-ce que Red Bull aurait signé Alonso? Pas sûr. Il y avait quoi d'autre comme piste? Chez McLaren, c'était fermé parce que bah, on accueillait déjà Jenson Button et puis de toute façon il y avait Lewis Hamilton. Donc comme avec Hamilton, comment dire, avec Alonso, ça fonctionne pas hein, clairement. Mmh. Voici un petit tableau comme vous pouvez le voir mon cher Alex. Donc ça c'est le tableau des pilotes des Ouais. line-up des écuries en 2010. Donc vous voyez chez McLaren clairement pas possible. Jenson Button, Lewis Hamilton, Hamilton bloque le baquet. Jenson Button vient d'être champion du monde sur la Brown GP. Chez Mercedes, Schumacher, Rosberg. Est-ce que chez Mercedes on aurait pu l'accueillir peut-être à la place de Rosberg, peut-être à la place de Schumacher? Mmh. Est-ce que ça aurait été possible? Faut pas oublier que c'est Ross Brown hein, qui était à l'époque Patron. Mmh. le directeur de l'écurie. Vas-y, mon cher Alex. Mais il y avait surtout aussi le fait que, Mercedes voulait une équipe, 100 un 100% line-up germanique. 100 germanique. Donc, ça aurait été possible, mais il aurait Un peu plus fallu, tard. un peu plus tard, effectivement. Personnellement, le cas où ça aurait été, où est-ce qu'aurait pu retomber Fernando Alonso? Peut-être Williams, qui n'avait pas un niveau, si mauvais que ça. Mmh, 2009, ouais, ils sortent quand même pas de leur meilleure 2010, saison, clairement, avec 2010 Rosberg et Nakajima à l'époque. Là, ouais, ils venaient de signer ouais, Barrichello et Hülkenberg. Euh, retour chez Renault, non. Retour chez, bah, continuation chez Renault du coup, parce qu'en Ouais, 2009, il venait de finir sa ouais, deuxième saison chez Renault après son passage chez McLaren. Donc clairement peut-être pas chez Renault. Chez Force India, ça me paraît gros. De mmh, toute façon, ils n'ont pas le budget pour signer un Alonso. Toro Rosso, bon bah c'est chez chez voilà. Red Bull, donc non. Lotus F1 Racing, Oh donc non, après là en dessous, après là clairement c'est c'est pas possible. BMW, donc la vraie question c'est est-ce que si Vettel avait signé chez Ferrari, mais où est-ce qu'il serait parti? Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez, parce que là, franchement, je ah suis le cas le plus probable, ça aurait été Mercedes. le cas le C'est plus en probable, voilà, ça aurait été d'être chez Mercedes, ouais, comme tu le dis. pour l'ouverture. Voilà. Bon, Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pas possible en 2009 parce que Red Bull t'aurait envoyé. Ah, ah voilà. Alonso chez Red Bull, 6 fois champion du monde. Ah, why not, hein? ouais, ouais. Euh, C'était encore prendre plus de risques, c'était encore plus risqué de prendre Vettel que par exemple de prendre Leclerc aujourd'hui. C'est pas faux aussi, hein. C'est pas faux aussi, hein. Si tu le signes fin 2009, il y a beaucoup de risques. Si tu le signes même fin 2008, il y a encore plus de risques. Parce Mmh. que Vettel était encore très jeune, très fougueux, etc. Et donc tu le signes et tu l'alignes avec Il Massa, avait donc clairement ça pouvait partir. il avait explosé Weber en plus, en Grand Prix sous la pluie, je me souviens plus duquel c'était, avec sa Toro Rosso. Oui, c'était en 2008, le Grand Prix du Japon 2008 à Fuji. Il l'avait cartonné, il avait Ouais, pas, il y avait rien vu des du tout. gerbes d'eau et puis bah, il l'a freiné un peu trop tard. Il l'a pas vu. Enfin, il pouvait rien faire, hein, il l'a Ouais, explosé puis il s'en voulait à mort. terriblement. Ouais, j'avoue que Alors Mercedes, alors, tu as autre chose aussi, il serait impossible qu'il aille chez Mercedes.
parce que bon, la cohabitation avec Hamilton, bah, ça c'est Chez McLaren, tu veux dire? chez McLaren, excuse-moi, c'était, horrible. Ouais. Ferrari, bah, ouais, ouais, il y a Bah, à que ce Mercedes. moment-là, ça veut dire que McLaren aurait dégagé Lewis Hamilton. Ouais, moi j'y crois moyen, hein, Non, clairement, je crois pour absolument prendre un pas. Button, pour faire un line-up Button, Alonso, ce qui sur le papier est sexy, hein, clairement. Ouais. On va Le pas se le line-up cacher. 100 britannique et ce qui va parfaitement avec McLaren, Voilà. Donc voilà, effectivement, ouais, il finit fin 2009, il finit à deuxième à quelques points, donc bon, il y a une future star en devenir. Pour finir, j'avais une dernière petite chose justement par rapport à ça. Qu'est-ce que c'était? Je me souviens plus justement par rapport à tous ces line-up, etc. Oui, et oui, 2011, les gars. L'histoire aurait pu être extrêmement différente encore une fois pour Alonso et pour la Scuderia Ferrari, puisque normalement, fin 2011, aurait dû signer Robert Kubica pour être ouais. aligné avec Fernando Alonso. Et on le sait, Robert Kubica et Fernando Alonso, c'est deux super potes ensemble. Donc on aurait pu avoir un très très bon line-up. Et sans son accident, Kubica était l'un des meilleurs sur la grille avec les Hamilton et compagnie. Ça fait partie des pilotes qui sont extrêmement performants. Là-dessus, une petite anecdote, Alex, pour terminer. Oui, le contrat était déjà signé avec Ferrari, en tout cas un pré-contrat pour, Voilà. cette année-là et alors est-ce que, l'amitié aurait tenu entre, Robert Kubica et Fernando Alonso? Une amitié aussi belle que Nico Rosberg et Lewis Hamilton, bah, elle s'est complètement, elle a complètement été fichue en l'air, quand ils étaient tous les 2 chez Mercedes. Est-ce que l'amitié aurait tenu quand il y a de la compétition? Je pense sincèrement que ça aurait sauté. Sur le papier, le line-up est, vraiment très, très beau et vraiment très, très bon surtout. Donc moi, j'aurais aimé voir ça, voir ce que ça donne, les batailles qu'il y aurait eu. Mais maintenant l'histoire en est tout autre et c'est malheureux. Et ben voilà, on va finir là-dessus les amis. Et oui, ça y est, il est 9h, c'est l'heure de rendre l'antenne comme on dit. On va vous remercier évidemment pour ce fast morning qu'on a partagé avec vous, qui était vraiment très très cool pour le coup. J'espère que ça vous a plu évidemment. Encore une fois, bah, c'était la première, vous étiez très 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 nombreux. Je pensais pas qu'on ferait autant Ouais, de viewers. Franchement, je vous avoue, vous avez joué le jeu, vous êtes levés, on a pris notre café ensemble. Je vais aller en reprendre un parce que moi je suis un peu fatigué, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, bah écoutez, merci vraiment à tous d'avoir été là. On va vous souhaiter une très très belle journée et puis on va espérer que ça se passe bien pour vous. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour du sim racing, pour un autre live Twitch, je pense, dans la journée. On se retrouve un petit peu plus tard pour quoi d'autre pour une vidéo YouTube justement sur l'intérieur de ma course chez Vitality avec Esteban Ocon, même si bon bah je l'ai pas beaucoup vu malheureusement. Ceux qui voilà. Et puis effectivement bah, on remet ça la semaine prochaine. Je sais pas si ce sera encore Alexandre, mais en tout cas voilà, on va remettre ce fast morning à la semaine prochaine, mercredi 8h 9h encore une fois je pense pour ce fast morning. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a plu de vous réveiller avec nous. En attendant, passez une bonne journée, et puis portez-vous bien tout simplement. On se retrouve bientôt mon cher Alex. Hein, bien des petits sûr, bisous. avec grand plaisir. Des Avec grand bisous. plaisir. Allez, bisous à tous. Ciao ciao.